Bonsoir, bienvenue à Fougères, la ville des frères Groussard et d'Albert Bouvet, à qui le Tour de France doit tant. Oui, c'est possible, le Tour de France a été calme, pas une chute, une échappée qui vit plus de 50 km mais qui ne va pas au bout, il ne faut quand même pas exagérer. Un sprint assez limpide et une victoire de Mark Cavendish qu'on n'attendait plus, il faut le dire. Pour débattre de cette étape, nous retrouvons autour de notre micro notre confrère de l'agence Reuters Julien Prétot, le créateur de cyclingpro.net Antoine Plouvin et notre confrère, notre ami du quotidien belge Le Soir, Stéphane Thirion. Messieurs, cette victoire de Cavendish vous a-t-elle surpris? Question à Stéphane, belge et tout proche d'une équipe belge qui n'arrête pas de gagner depuis le départ du Tour. Ça ne m'a pas surpris parce que ça me paraissait évident qu'il en gagne une dès l'instant où la moitié de l'équipe de la sélection Quick-Step a été construite autour de lui. On était même plutôt impatients en se disant ça va venir un jour, ben voilà, c'est arrivé. C'est arrivé dans ce que je dirais le premier vrai sprint massif avec que les ténors ensemble. Il a émergé enfin intelligemment parce que les autres fois il était parti bien avant et bien trop tôt. Ici il a fait le contraire et il a pu s'exprimer comme il sait le faire en se projetant dans la roue au dernier moment. Alors je sais qu'autour de cette table, Antoine était plutôt dubitatif il y a quelques jours sur la possibilité de Cavendish de gagner une étape. Tu l'avais vu pas mal souffrir autour de Suisse notamment. Est-ce que tu es surpris finalement qu'il ait réussi à trouver l'ouverture, qui plus est dans une petite côte aujourd'hui où il est quand même pas le plus fameux sprinter du monde? Moi, je pense que le problème de Cavendish était surtout dans la tête. Je pense qu'il avait un peu décroché, il avait un peu de mal depuis l'an passé où ça s'était pas bien passé du tout. Hein. Et à partir du moment où son équipe a commencé à gagner, avec Tony Martin à Cambrai, avec Zenexti Barrière à Le Havre, je pense que ça a dû lui faire du bien. Donc, dans cette perspective, je pense qu'il a encore la puissance. Hein. Il n'a pas disparu comme ça. Donc, surpris, oui, parce que c'était pas en cohérence avec ses derniers résultats, mais d'un autre côté, non, parce que ça reste un grand champion. Alors, je vais vous dire, il s'est passé une scène assez incroyable dans cette salle de presse tout à l'heure, au moment où Cavendish gagnait l'étape. Julien Prétot a poussé des cris d'orfraie, je vais le dire. Il a dit 2-3 fois « Oh non, oh non !» Alors pourquoi, Julien? La question piège, on m'a pas prévenu. Non, parce que ça me donne un peu plus de travail que d'habitude, c'est tout. Après, je suis surpris parce que j'avais annoncé Greipel, donc je vais pas dire que je suis pas surpris. Après, comme dit Antoine, je pense que c'était dans la tête pour Cavendish. Je maintiens qu'il a plus la même puissance qu'avant. Lui, il va dire le contraire. Évidemment, il va pas dire je suis moins fort qu'avant. Je pense qu'il est moins fort qu'avant. Il a donc douté. Il est parti trop tôt sur les deux premiers sprints qu'il a contestés. Et là, aujourd'hui, il a été intelligent. C'est quelqu'un qui est un petit peu nerveux, qui est très anxieux, on le sait bien. Là, aujourd'hui, il a réussi à rester calme, il a été intelligent, donc il a gagné. Il peut en gagner d'autres, mais il en gagnera moins, mais oui, il peut en gagner d'autres. Je précise quand même que c'est sa 26e victoire dans le Tour, c'est juste incroyable. C'est une de plus que Darrigat, ça fait le sprinter le plus titré dans toute l'histoire du Tour. Voilà, aujourd'hui, il a quand même franchi un cap de nouveau au niveau de sa notoriété. Et d'ailleurs, il le disait. Il dit qu'une victoire dans le Tour, ça fait la carrière d'un coureur. Il mesure donc ce que représentent les siennes, les 26. Alors vous me direz, quelle semaine pour Ethics Quick-Step 3 victoires d'étape déjà. Le maillot jaune, certes, perdu sur chute. C'est vrai que cette équipe-là a toujours su bien réussir ses Tours de France. Il y a des années avec 4-5 victoires fréquemment. Est-ce qu'elle est programmée pour régner en première semaine, Stéphane, et seulement en première semaine, même si Uran est là? Dans ce tour-ci, oui, clairement. Quand ils ont vu le parcours des 10 premiers jours, enfin les 8 premières étapes, Quick-Step a construit sa sélection autour de ces étapes-là. Bon, ça réussit peut-être plus qu'attendu par rapport à ce que les gens pourraient imaginer, mais je suis certain que pour Patrick Lefevre, nous on dit Lefebvre, excusez-moi, je suis certain que pour lui, l'absence de le maillot jaune qui était perdu sur chute par Martin et l'absence de Martin dans le contre-la-montre par équipe est vraiment dommageable parce qu'il visait ça aussi. Ethics visait aussi le contre-la-montre par équipe. Pour la suite, ça va être beaucoup plus confus dans la mesure où Uran n'a jamais confirmé qu'il était un leader d'équipe pour le classement général. Il suit, mais point. Et bon, ils auront encore cherché avec des mecs comme Stibar, Kwiatkowski, qu'on n'a pas encore vu dans une offensive, en tout cas pour gagner quelque chose, mais il est capable de gagner quelque chose. Il reste encore des étapes de transition, il reste Mende, il reste plein de choses pour eux, et dont des sprints massifs, dont les champs. Donc leur tour est loin d'être terminé, peut-être on va les voir un peu moins pendant quelques jours, mais je pense que dès demain à Mur-de-Bretagne, je jouerai par exemple un Kwiatkowski. Bon, si vous dites Lefebvre en Belgique, on va le dire comme lui, Lefebvre. Bon, mais
Cela dit, c'est une équipe qui rayonne cette année. C'est l'équipe qui a le plus gagné. Et ça pose une question. Est-ce qu'il faut être très riche aujourd'hui pour dominer le cyclisme ? On remarque qu'il y a 5 équipes cette année qui dominent et les autres font ce qu'elles peuvent. C'est vraiment une histoire d'argent. Alors je pose une question d'ordre général à vous trois. Y a-t-il la nécessité aujourd'hui d'un fair play financier pour éviter que ces équipes achètent les meilleurs coureurs ? Toutes les équipes qui ne gagnent pas beaucoup disent cette année que chaque équipier du Team Sky, que chaque équipier de Ethic Quick-Step par exemple, pourrait être leader chez eux. Est-ce que ça pose un problème, Antoine ? Moi, le fair play financier, je ne suis pas forcément favorable, dans le sens où on est dans un sport où c'est dur d'avoir des sponsors. Alors dire à un sponsor, non, vous ne pouvez pas venir avec tant d'objectifs parce qu'il y a un fair play financier pour que tout le monde soit à égalité, c'est un peu dur. On voit Sky, ils sont arrivés dans le cyclisme, ils ont quand même changé pas mal de choses. Je veux dire, le cyclisme évolue beaucoup, notamment depuis le World Tour aussi, et c'est grâce à ces grandes équipes, que ce soit en bien ou soit en mal. On se souvient de l'histoire des motorhomes, mais ça fait évoluer aussi le cyclisme. Donc je ne suis pas favorable à un fair play financier, moi. Je pense que la question n'est pas d'être favorable ou pas favorable, c'est que c'est utopique, un fair play financier. On le voit dans le foot, hein. Ils ont essayé de le mettre en place. Aujourd'hui, on voit que le PSG est finalement autorisé à recruter comme il veut. Donc après, il faut être lucide. Il y a des équipes qui vont acheter les meilleurs coureurs, puis il y a d'autres qui vont travailler, qui vont prendre des coureurs jeunes, qui pour façonner, je sais pas, un Thibaut Pinot, vont avoir besoin de 4, 5, 6 ans. Peut-être qu'un jour, peut-être que rapidement il partira ailleurs, on ne sait pas, ce sera dommage, mais on saura d'où il vient. C'est pareil pour l'équipe de Jean-René Bernaudot, ils ont quand même formé pas mal de coureurs. Bon, voilà, il y a peut-être 2 sortes d'équipes aujourd'hui, c'est comme ça. Là, pour le coup, je te trouve très gentil avec Bernaudot, qui n'en a pas formé beaucoup depuis quelques années, à part Cocard récemment. Bon, toujours est-il que dans le vélo, et c'est vrai que le monde est fait pour changer, il y a toujours eu cette tradition d'égalité des chances. Rappelez-vous Bouygues, qui voulait monter une équipe cycliste au moment où Guimard était directeur sportif, il voulait acheter les 20 meilleurs coureurs mondiaux de manière à avoir évidemment les 20 meilleurs dans toutes les courses. Ce qui a été évidemment impossible parce que tout le monde s'y est opposé. Est-ce qu'on le vit comme ça en Belgique, cette domination de Quick-Step, ou on juge qu'elle est normale ? On juge qu'elle est normale parce que par rapport à ce que vous disiez, pour rebondir par rapport aux moyens financiers d'équipe Quick-Step, ils ne sont pas essentiellement supérieurs à beaucoup de formations du World Tour. Je trouve qu'il y a un recrutement qui est très complémentaire. Il y a aussi de la formation. La question pourquoi est-ce qu'un coureur français comme Alaphilippe a été formé chez Quick-Step et pas dans une équipe française ? Aurait-il réussi dans une équipe française ? Je pose la question, je n'en sais rien. Mais voilà, elle est considérée comme normale parce que, et je dirais même que avant le Tour de France, pour rebondir sur Patrick Lefebvre, 36 deuxième place, ils n'ont pas tellement gagné, ils auraient pu encore plus gagner. En Belgique, on vit ça de la manière suivante. Il y a un match Lotto Quick-Step ici sur le Tour, ou Lotto Ethics, comme vous voulez, je n'arrive jamais à donner le nom du nouveau sponsor. Et finalement, ça pense un peu les plaies de notre cyclisme à nous en représentation de coureurs qui est nulle part pour l'instant. Donc si une équipe comme Quick-Step parvient encore à engager et à maintenir dans ses rangs les meilleurs ou parmi les meilleurs coureurs du monde, c'est qu'il y a un savoir-faire aussi derrière. Bon, pour revenir à Alaphilippe, il faut juste préciser une chose. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans l'équipe de Lefebvre ? Lefebvre, c'est parce que les équipes françaises voulaient l'intégrer à leur structure amateur quand Lefebvre était capable de le payer 2 francs 6 sous dans son équipe satellite, l'équipe continentale qui était à l'époque Ethics justement. Donc ça s'est joué là-dessus. Bon, après peut-être qu'effectivement Lefebvre a la bonne manière pour faire marcher Alaphilippe, mais au départ ça se joue que là-dessus. J'aimerais préciser aussi que ces équipes-là ont toute une équipe U23 donc, où on forme et où on fait passer des jeunes, c'est de plus en plus le cas, et elles sont prêtes déjà aujourd'hui à corriger au cas où l'absence d'un sponsor en formant des types qui ne partent pas comme en football où on vient piquer les jeunes, où les grands clubs viennent piquer les jeunes. Ici ça n'existe pas. Mais alors ce qui est étonnant Stéphane, c'est que ces 2 équipes marchent très bien depuis le début de l'année, elles ont beaucoup de victoires l'une et l'autre. Et en même temps, c'est vrai que le cyclisme belge est en crise. Il n'y a que 10 coureurs belges au départ du Tour et pas un seul wallon. D'ailleurs, ça vous est cher. Est-ce que c'est viable longtemps, cette situation-là, sachant que les supporters belges aiment surtout d'abord leurs coureurs avant leurs équipes ? Depuis une quinzaine d'années, il n'y a pas eu d'avantage entre 10 et 15 coureurs belges au départ. Donc au niveau du chiffre, on est dans la moyenne. Où on n'y est pas, c'est au niveau de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'absents.
soit par choix de leur équipe respective, soit parce qu'ils sont blessés. Il y a aussi le fait qu'il y a des jeunes coureurs qui arrivent, qui ne sont pas encore prêts à disputer le Tour. Donc moi je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet du tout. Il y a des périodes fastes. Nous avons connu on connaît depuis plus de 10 ans maintenant une période faste avec 2 coureurs de classique, qui sont Bonnen et Gilbert, qui sont en fin de carrière, qui sont, on peut déjà le dire, en fin de carrière. Et donc, voilà, il faut attendre peut-être quelques années pour en retrouver des pareils. Et surtout, je pense qu'on a les équipes, en tout cas les 2 équipes ont choisi délibérément de ne plus aligner des coureurs qui venaient pour faire 4, 5, 6 ou tomber, comme Jurgen Van den Broek. C'est là la différence. C'est pour ça qu'Ethics et Lotto gagnent beaucoup cette année. C'est parce qu'ils ont choisi de ne pas jouer le classement général. Précisons quand même que Stéphane a été et toujours le grand confident de Philippe Gilbert et qu'il mise énormément, très gros depuis le début de saison, sur un nouveau très très bon coureur qui est Thijs Benoot, me semble-t-il. Thijs Benoot, exactement, pour le bien le prononcer. Oui. C'est un garçon que vous avez pu voir tous pendant le Dauphiné, je pense, pour ceux qui y étaient. Enfin, on l'a vu à la télé aussi, qui est brillant dans les classiques, qui est à l'aise dans les courses par étapes. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Ça, c'est le point d'interrogation pour déjà la deuxième moitié de saison. Il sera presque leader de sa formation l'Eneco Tour, qui est une course qui se déroule en Belgique, aux Pays-Bas au mois d'août. Là, on va voir ce qu'il a vraiment dans le coffre. Il faut savoir qu'il est aussi étudiant. Il est à l'université, donc c'est un cas très particulier et très intéressant. Nous verrons l'année prochaine ce que ça donnera. Bien, nous allons aborder maintenant l'autre gros sujet de cette journée qui était l'absence de maillot jaune dans le peloton. Dès hier soir, et sans attendre l'abandon de Tony Martin, Chris Froome avait précisé qu'il ne porterait pas ce maillot aujourd'hui. Il y a un règlement qui stipule que ce maillot doit être porté, mais ça reste à l'interprétation des coureurs. Est-ce que vous trouvez normal que le premier du classement général puisse se soustraire à la règle ? La règle, c'est que le public puisse reconnaître au milieu de 180 coureurs l'icône, le maillot jaune. Julien ? Je vois la question sous-jacente, on va parler de Chris Froome, mais si Chris Froome l'avait porté, tout le monde lui serait tombé dessus. Tout le monde lui serait, la salle de presse lui serait tombée dessus, certains spectateurs, je pense, pour ne pas, il aurait manqué de respect à Tony Martin, parce qu'avant lui, d'autres l'ont pas porté. Donc, s'il avait été le premier à porter ce maillot comme ça, alors que Tony Martin, que son prédécesseur avait abandonné sur chute, je pense que ce serait mal passé. Donc, moi, je vais pas le blâmer d'avoir fait ça. Effectivement, je suis d'accord. Je pense qu'il devrait le porter, mais si c'est lui qui avait été le premier à faire ça, ce ne serait pas passé, je pense. Parce que c'est Chris Froome, parce que c'est le Team Sky. Oui, bon, pour moi la règle elle existe. Mais effectivement Tony Martin a franchi la ligne d'arrivée hier avec le maillot jaune. Il est monté sur le podium avec le maillot jaune parce qu'à l'issue de l'étape d'hier il l'était. Il est non partant ce matin. Pour moi, Froome ou qui que ce soit d'autre, il n'avait pas spécialement porté le maillot jaune, même si c'est la règle. Donc moi je comprends qu'il ne veuille pas le porter. Eh bien moi je vais vous le dire, ça me choque. Voilà, ça me choque. Je ne comprends pas que le Tour de France ne demande pas au premier du classement général de porter ce maillot jaune. Ce maillot jaune a une vraie valeur symbolique depuis bientôt 100 ans. Il représente le meilleur du moment. Et le meilleur du moment ce matin, une fois que la feuille de départ a montré que Tony Martin était non partant, était Chris Froome. Pour moi c'est un acte de fair play, mais c'est de la com. Et ce n'est que de la com. Alors à ça, il faut ajouter une situation, et là je viens vers Stéphane. Depuis le début du Tour, on voit le champion du monde, le maillot arc-en-ciel, le deuxième grand maillot de l'histoire du cyclisme, se comporter en grégario. Il va chercher les bidons, il tire des bouts droits, il ne prend jamais sa chance, il fait l'équipier. Ça me choque presque autant. Alors, je ne sais pas quelle est la stratégie de l'équipe Ethics. Est-ce qu'ils ont prévu un moment de tir pour Kwiatkowski ? En attendant, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Vous savez, jusqu'ici, pour Kwiatkowski, il n'y avait qu'une occasion, c'était le mur de Oui, où par rapport à des Rodriguez et de ce genre de coureur, il est quand même un ton en dessous. Quelle était l'autre occasion pour lui ? Il n'y en avait pas, donc il s'est plié. Il y avait hier, là où Martin est tombé, et où finalement c'est Stibar qui est parti. Donc je dirais que dans ce genre d'arrivée comme au Havre, Kwiatkowski et Stibar sont sur le même pied d'égalité. Je dirais même que Stibar est
a une giclette, comme on dit, un peu supérieure à celle de Katowski. Mais je crois que pour Katowski, le Tour commence seulement. Il y a des Murs de Bretagne déjà, et puis plus tard dans le Tour. Je pense que Quick-Step fonctionne comme ça s'équilibre entre eux. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'un champion du monde fasse le Grégario, aille chercher les bidons. Chacun a sa période, chacun a son style, chacun a son tempérament. Katowski était un leader de cette équipe pendant les classiques. Un rôle qu'il a eu du mal à maîtriser, sauf sur l'Amstel Gold Race. Donc tout ça, ça me semble normal. Je ne suis absolument pas choqué par cela. Bon, alors je persiste, et ça me choque autant que Andy Schleck en 2010 qui portait le maillot jaune et qui allait chercher des bidons dans les Pyrénées quand on l'attendait 20 km plus loin pour faire la différence. C'est un débat, on pourrait revenir là-dessus à chaque fois qu'il en sera question, à chaque fois qu'un maillot jaune abandonnera dans le Tour. Malheureusement. Demain, c'est l'étape de Murs de Bretagne. C'est une très belle ascension, un peu différente de la précédente fois en 2011, puisque la dernière fois, on arrivait tout droit, donc ils étaient lancés. Cette fois-ci, on arrive par un virage à angle droit, et donc ils vont arriver arrêtés, ce qui va, à mon avis, changer un peu la physionomie de la course. Souvenez-vous d'une chose, c'est que Cadel Evans l'avait gagné en 2011, en battant d'un rien Contador. Et il s'avère que le vainqueur de Murs de Bretagne était aussi le vainqueur du Tour de France. Alors ça sera à suivre demain. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette étape? Est-ce qu'on peut attendre monts et merveilles de ça, Antoine? Non, je ne pense pas qu'on puisse attendre monts et merveilles de ça. On est en première semaine, il y a beaucoup de peur dans le peloton aussi, je crois. Aujourd'hui, j'ai vu, il y avait du vent sur le parcours et pourtant le peloton était très calme. Il y a comme un pacte de non-agression. On va surtout éviter les chutes chez les leaders. Je pense qu'ils sont tous tombés, sauf Froome. Hein. Quasiment tous les leaders sont tombés. Contador, on a dit qu'il n'y avait pas de chute aujourd'hui, mais si, il y en a une. Il y en a une dans le fictif, c'est Contador. Moi, je pense qu'il y aura quand même un certain marquage. Bon, en 2011, il y avait une explication, mais bon, ils étaient arrivés tous ensemble. Hein. C'était pas phénoménal non plus. Ça peut être une belle étape, mais je pense qu'au niveau des leaders, ça se marquera. Je suis globalement d'accord, je pense que ça va se marquer, mais Froome va essayer d'en mettre une, à mon avis. Où ça le mènera, je sais pas, mais depuis le début du tour, il aime bien montrer quand même qu'il marche bien. Donc je pense qu'il va le refaire demain. Contador, je sais pas s'il va essayer. Peut-être qu'il devrait rester discret, parce que je pense que s'il essaye, il va peut-être prendre un retour de bâton et ça va peut-être mettre la pompe avant le jour de repos. Bon, et il faut tenir compte aussi que le lendemain, il y a le contre-la-montre par équipe et qu'évidemment, ils vont courir pour la plupart des grosses équipes à l'économie. Cette étape en Bretagne, la première, Stéphane, vous la voyez comment? Disons, je me demande qui va rouler derrière les échappées demain, parce que depuis quelques jours, ce sont les équipes de sprinters. Je doute que demain, elles le fassent, puisque forcément, il y a quand même cette ascension, même si elle n'est pas, elle est comparée à l'Alpe d'Huez bretonne, mais bon, restons-en là tout de même. Les sprinters demain n'ont aucune chance, entre guillemets, sauf Sagan, qui a peut-être même l'objectif de prendre le maillot, hein, on ne sait jamais. Donc, mais qui va rouler? Pas l'équipe de Sagan, puisqu'elle protège Contador. Ça, c'est ma question. Parce que si je rebondis sur ce que disait Julien par rapport au fait que Froome va en mettre une, oui, sans doute, mais peut-être en deuxième rideau, derrière une échappée qui irait au bout. Alors messieurs, c'est l'heure des pronostics. Je vous rappelle qu'on a été prodigieusement nuls depuis le départ, hormis une fois Julien qui a cité Greipel, mais c'était vraiment la chance, parce qu'on le connaît. Alors qui va gagner l'étape de demain? Antoine, à Murs de Bretagne? Moi, je vais un peu dire le local. Warren Barguil pour moi. Ah, ça me ferait plaisir. Mais je vais dire pour le maillot de champion du monde, Kwiatkowski. Stéphane? Il m'a brûlé. Je dois dire un nom différent, donc forcément, moi, j'aurais dit Kwiatkowski et si j'ai un deuxième choix, Rodriguez. Bon, moi j'aurais dit Barguil. Et si j'ai un deuxième choix, Barguil. Messieurs, merci beaucoup pour ce débat. Rendez-vous demain à Murs de Bretagne où nous saurons qui a gagné cette belle étape, chère aux Bretons, que je suis. Cette émission est réalisée par Olivier Leroc. Merci beaucoup.